Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner un autre cas horrible ensemble. Imaginez qu'on visite un studio hollywoodien où ils tournent les meilleurs films du monde, tous genres confondus. Mais au lieu d'un plateau de cinéma, on se retrouve à Wilbur, Nebraska, et notre film du jour est un thriller sanglant. Le Nebraska fait partie des Grandes Plaines. Il est situé dans l'allée des tornades. Au printemps et en été, il y a souvent de violents orages et des tornades. Le Nebraska est le seul État enclavé par 3 autres, donc pour atteindre l'océan, il faut traverser 3 États. Les automobilistes n'aiment pas s'arrêter sur une route de campagne sombre, mais une crevaison a forcé Michael à s'arrêter sur une autoroute isolée et sombre. Il s'est garé sur le bord de la route et est sorti de sa voiture. En faisant le tour, il a remarqué un grand sac poubelle noir, mais celui-ci avait une forme inhabituelle. Michael retourna à la voiture, prit une lampe de poche et éclaira le sac. Il était déchiré, une tache au sol, quelque chose avait fui et un objet clair brillait par les trous. En s'approchant, l'homme se figea devant ce qu'il vit. Une main humaine dépassait du sac. Un appel aux urgences alerta toute la ville. Peu après, les enquêteurs arrivèrent sur la route et inspectèrent la zone. Ils confirmèrent que le colis contenait des restes humains. Le paquet fut envoyé pour examen et les recherches continuèrent aux alentours. Les restes retrouvés furent vite identifiés. La victime était Cindy Luff, 24 ans. Sydney Iron Luff est née en 1993 à Broken Bow, Nebraska. Elle a grandi à Arcadia avec ses parents George et Susie Luff. La famille déménagea à Neely en 2000. Sydney était alors en CE. Sa mère Susie était prof d'éducation spécialisée et son père George, directeur d'école. Sydney a toujours été une enfant très active. La fille a eu une enfance normale et heureuse, pleine d'amour pour la nature. Elle adorait la pêche, où son père l'emmenait toujours. À l'école, Cindy jouait au basket et au golf, faisant de bons progrès. Mais une scoliose l'a forcée à abandonner ses loisirs et sa carrière sportive. En 2011, après le lycée, Sydney a trouvé un job chez Menards, magasin de bricolage. Les Luff, très unis, gardaient contact quand Sydney a déménagé pour le travail. Même vivant seule, Sydney retournait souvent chez ses parents. Mais ces derniers temps, Sydney luttait contre la dépression et sentait que ses médicaments aggravèrent la situation. Susie, très inquiète pour sa fille, lui a recommandé un nouveau médecin. Celui-ci lui a prescrit divers médicaments. Au téléphone avec sa mère, Sydney disait aller mieux, sa voix semblant plus optimiste. Elle essayait de changer sa vie et cherchait un nouvel emploi. Pour une jeune femme, travailler en magasin ne suffisait pas à ses ambitions. Ne sachant que faire de sa carrière, ses inquiétudes l'ont plongée dans un état dépressif. En novembre 2017, son état s'est aggravé, la poussant aux antidépresseurs et parfois au cannabis. Famille et amis la soutenaient, mais elle désirait aussi de l'amour, pas juste de la compagnie. Jeune et moderne, Sydney s'intéressait aux femmes et cherchait des rencontres sur les réseaux sociaux. Pour trouver une amie, Sydney a utilisé Tinder, une appli qui permet à des millions de gens de rencontrer l'amour et de sortir ensemble. En novembre 2017, elle a trouvé une fille nommée Audrey qui lui a répondu. Elles ont commencé à discuter. Les filles ont découvert plein d'intérêts communs, comme les jeux, la rando et la bonne bouffe. Après seulement 100 messages, elles ont décidé de se voir. Le 14 novembre, Sydney s'est rendue chez Audrey à Wilbur. Leur première rencontre s'est si bien passée que Sydney était aux anges. Elles se sont bien entendues et ont prévu de se revoir chez Audrey. Le 15 novembre, Sydney a fait son service au magasin puis est rentrée. Elle s'est douchée, coiffée et maquillée. Avant de sortir, elle a pris une photo pour Tinder avec la légende « Prête pour mon rencard ». Après la photo, elle a reçu un message. Audrey l'attendait dans sa voiture. Les filles sont parties ensemble. Le lendemain, Sydney Luff n'est pas venue travailler. Pourtant, elle était de bonne humeur depuis ces derniers jours. Sa nouvelle fréquentation inquiétait sa famille quand des collègues les ont informés qu'elle n'était pas venue travailler, ce qui ne ressemblait pas à leur Sydney responsable. Susie évoqua l'anxiété et la dépression profonde de sa fille. Juste avant sa disparition, Luff avait parlé de sa santé mentale à sa famille, qui lui conseilla de consulter pour des antidépresseurs. C'était la dernière fois que la famille de Luff voyait Sydney. Les parents, à son appart, furent surpris que Sydney ait laissé Mimsy, son chat préféré, sans nourriture ni eau. C'était très inhabituel pour une propriétaire attentionnée. Ils savaient que Sydney adorait son chat et ne le laissait jamais seul longtemps. Inquiets, ils ont signalé la disparition de Sydney à la police.
L'appartement était verrouillé. Lors du contrôle, la police n'a rien remarqué d'anormal, mais la famille était catégorique. Quelque chose clochait, et la police a pris ça au sérieux. Le 16 novembre 2017, la blonde d'un 1m70 a été signalée disparue après n'avoir pas été au travail chez Menards, au coin de la 27e et de Cornhusker. Sydney avait un problème de dos et marchait d'une façon particulière qui la démarquait. Elle portait une veste Columbia blanche et un haut crème. En témoignant sur les événements avant sa disparition, ses parents ont dit à la police qu'elle avait confié à une amie sur Snapchat mercredi matin qu'elle était sortie mardi soir avec une femme rencontrée en ligne et qu'elle devait la revoir mercredi soir. La voiture de Sydney, laissée dans le nord-est de Lincoln, a été retrouvée. La police a mené des entretiens et cherchait des indices sur Sydney ou sa trace. La famille de Loof a distribué des tracts évoquant un possible enlèvement à 65 km au sud-ouest de Lincoln, où son portable aurait communiqué avec une antenne. Le tract mentionnait aussi l'absence d'activité bancaire et l'extinction de son téléphone la nuit de sa disparition. Les tracts décrivaient la jeune femme et ses signes distinctifs, notamment plusieurs tatouages, un sur son bras disant « Tout ira bien un jour », un symbole yin-yang sous son coude et le mot « croire » sur son poignet. Toute information sur Sydney Loof doit être communiquée à la police par téléphone. Une vaste campagne de recherche a été lancée avec des panneaux routiers montrant la photo de la jeune fille. Une chasse à l'homme a aussi été diffusée aux infos télé. Suzy insistait qu'il était arrivé quelque chose à Sydney après son rendez-vous. Elle a montré une capture d'écran Snapchat de Sydney, légendée prête pour mon rencard. Les amis de Sydney ont confirmé qu'elle avait rendez-vous avec une femme nommée Audrey, rencontrée sur Tinder. La police a examiné les relevés téléphoniques et vidéos du magasin où elle travaillait, identifiant rapidement la personne à interroger. La dernière fois, le portable de Sydney a borné près de chez Audrey, mais la police ignorait son identité. Les autorités ont cherché Audrey, dernière personne à avoir vu Sydney vivante, mais personne ne savait comment la trouver, ni si Audrey était son vrai nom. Brooklyn, l'amie de Sydney, a décidé de retrouver Audrey elle-même via Tinder. Elle a téléchargé l'appli, trouvé Audrey et échangé leur numéro. C'est ainsi que la police a découvert le vrai nom d'Audrey. Il s'agissait de Bailey Boswell, 26 ans. L'appart de Bailey était à portée de l'antenne où le portable de Sydney a borné en dernier. On a appris que Bailey partageait cet appart avec son compagnon, Aubrey Trail, 52 ans. Qui sont Bailey et Aubrey? Bailey Boswell a grandi à Lyon, dans l'Iowa. Issue d'une famille normale, c'était une enfant sympa qui réussissait à l'école. Bailey excellait au basket et était une coureuse hors pair. Mais après la perte de son père, sa vie a déraillé. Diplômée, elle a mal tourné. Mauvaise fréquentation, alcool et drogue ont envahi sa vie. Sur un site de rencontre, elle a trouvé Aubrey en cherchant un papa. Aubrey Trail avait un passé sombre et troublant. Il cumulait les fraudes, chèques sans provision et vols. Aubrey a fondé un culte où il se faisait appeler Vampire Daddy. Il payait 200 $ par semaine aux femmes suivant ses règles. Ces règles étaient bizarres, mais certaines femmes y croyaient. À la disparition de Sydney, le couple devait 400 000 $ pour fraude. Malgré leurs délits, ils ont réussi à prendre la fuite. Le 19 novembre 2017, la police a fouillé leur maison avec un mandat. L'inspection de l'appart a révélé des murs javelisés, confirmés par un voisin ayant senti l'odeur âcre de chlore 2 jours avant. La police a activement commencé à chercher les suspects. En fuite, ils ont posté des vidéos sur Facebook niant toute implication et espérant le retour sain et sauf de Sydney. Bailey dit avoir eu 2 rendez-vous avec Sydney, l'avoir déposé chez un ami, puis plus de nouvelles. Elle a dit « Je veux que la famille de Sydney sache que je suis désolée, mais je n'y suis pour rien. J'espère qu'on retrouvera Sydney très vite. C'est une fille adorable et incroyable. » La police a mis quelques jours à les retrouver, mais les a finalement trouvés dans un hôtel à Branson, Missouri. Bailey Boswell et Aubrey Trail ont été arrêtés. Quelques semaines après, en analysant les relevés téléphoniques et de localisation de Bailey, la police a trouvé les restes de Sydney. Elle avait été démembrée. Son corps avait été découpé en 14 morceaux et la police a trouvé 13 parties dans des sacs poubelles noirs dans des fossés du comté de Clay. Certains organes, dont son cœur, manquaient. C'est tout simplement horrible. 16 scènes de crime ont été trouvées avec les restes ou effets personnels de Sydney. Ses clés, permis et coques de téléphone
ont été retrouvés le long de l'autoroute. Tous les itinéraires correspondaient au déplacement des deux auteurs. La police a autopsié les 13 parties du corps retrouvées. Sidney avait des écorchures aux poignets, une bosse à la tête, les lobes déchirés et des contusions au dos. Des blessures indiquaient que Sidney s'était battu pour sa vie. Cette découverte a choqué la famille et les amis de Sidney Loof, mais aussi tout le Nebraska. Le 11 décembre 2017, la famille a organisé des obsèques privées à l'église luthérienne que Sidney fréquentait. Bailey et Aubrey, accusés de meurtre, recel de cadavres et complot criminel. Bailey a plaidé non coupable pour les 3 chefs d'accusation. Aubrey, non coupable de meurtre et complot, mais coupable de recel de cadavres. Chaque déposition d'Aubrey différait de la précédente. Confus, il changeait constamment sa version et ajoutait des acteurs. À son arrestation, Aubrey a parlé d'une secte impliquant Bailey et lui. Il parlait de sorcellerie et se disait être un vampire capable de voler. Aubrey se présentait comme le chef de ce culte et un vampire, assurant avoir des sorcières devant tuer pour obtenir des pouvoirs. Lors d'une première audience, il avoua avoir tué Sidney Loof, mais prétendit que c'était un accident. Il dit lui avoir payé 5 000 $ pour réaliser un fantasme intime avec 2 autres femmes. Sidney accepta, mais mourut accidentellement pendant l'acte, étranglé par inadvertance avec une corde. Il admit avoir découpé le corps en morceaux, conformément à ses croyances religieuses. Il devait drainer le sang pour libérer son âme et disposer ses membres pour accélérer sa réincarnation. Mais cette version s'avéra fausse. Des vidéos du 14 novembre montrent Bailey et Aubrey dans un hôtel à Lincoln, près de chez Sidney. Puis, le 15 novembre, ils visitent un magasin de bricolage où on les voit acheter un assortiment macabre d'outils. Une scie à métaux, de l'eau de javel, une scie pliante, un couteau fixe et les sacs utilisés pour les restes de Sidney. Le 15 novembre à 12h01, une caméra de surveillance a capté Sidney croisant Aubrey au magasin Menard pendant les heures d'ouverture. Mais la jeune fille ignorait à ce moment-là qui il était et à quel point le destin serait cruel envers elle. Le 11 juin 2018, la première audience judiciaire a eu lieu pour le meurtre et l'inhumation illégale des restes de Sidney Loof. Des procès séparés ont été ordonnés, mais l'accusation était essentiellement la même pour les deux. Les procès se sont tenus à Lexington car les avocats ont fait valoir que Bailey et Aubrey n'auraient pas un procès équitable à Wilbur en raison de la médiatisation de l'affaire. L'accusation a soutenu que Sidney a été assassiné, étranglé, et que le crime était une attaque préméditée, soigneusement planifiée. Aubrey et Bailey, chefs d'un groupe recrutant des jeunes femmes pour des jeux intimes. Bailey utilisait Tinder pour trouver ses femmes. Au procès, 3 femmes ont témoigné de leur relation avec le duo, débutée sur Tinder. Toutes avaient été impliquées avec Bailey et participé à des actes intimes avec le couple. Une femme a même voyagé avec eux après leur rencontre. Aubrey lui donnait 200 $ par semaine et l'invitait à rejoindre sa secte. Il appelait les membres « sorcières » et exigeait torture et meurtre pour y entrer. Elle a témoigné que Bailey était nommée « reine des sorcières ». Une autre a dit que Bailey parlait de lui casser les doigts et démembrer des corps. Elle aimait parler de torture. Les 3 femmes ayant témoigné ont clairement impliqué Bailey et Aubrey dans toutes les discussions sur la torture et le crime. Étrangement, dans notre monde moderne, certains croient encore aux horreurs de l'exorcisme et tentent de nous en convaincre. L'accusation a reconstitué les événements de la soirée tragique du 15 novembre 2017 à partir des preuves de l'enquête. Sidney se préparait pour un rendez-vous avec une femme qu'elle connaissait depuis quelques jours. Elles ont échangé sur Tinder et Bailey est venue chercher Sidney à son appartement. Elles sont allées faire un tour en voiture. Plus tard, la voiture s'est arrêtée chez Bailey, où Sidney a été attiré dans l'appartement. Là, Bailey et Aubrey l'ont attaqué dès son entrée et l'ont étranglé avec une rallonge dans le salon. L'appartement a ensuite été nettoyé par Bailey et Aubrey, ce qui, selon l'accusation, était aussi prévu. Ils ont découpé Sidney et jeté ses restes dans le comté de Clay le lendemain, le 16 novembre. Le tribunal a entendu leur propriétaire, Jennifer Cole. Elle a témoigné que le 16, dès son entrée au garage, elle a senti du chlore, l'odeur s'intensifiant dans la maison. Selon le médecin légiste, la mort de Sidney a été jugée un homicide, la cause étant l'asphyxie. Les analyses toxicologiques ont révélé des antidépresseurs dans son organisme. Le tribunal a appris que, outre les organes manquants, la partie non retrouvée était le haut du bras gauche de Sidney, entre le coude et l'épaule. Les procureurs avaient requis la peine capitale pour les 2 criminels. L'affaire serait rejugée si la sentence était injuste. Mais Aubrey a encore nié tout lien avec l'occultisme
plaidant coupable uniquement d'avoir mal enterré les restes. Pendant son procès, Aubrey a crié que Bailey n'avait rien à voir avec la mort de Sidney. Bailey est innocent, maudit soyez-vous tous. Il s'est alors tranché la gorge 3 fois avec une lame de rasoir. Il a survécu et a été placé en détention jusqu'à son rétablissement complet. Après cela, il n'a pas assisté au tribunal pendant plusieurs semaines. Il est revenu en salle d'audience lors de la phase de défense, uniquement pour témoigner. Amené au tribunal, il a souri et dit au juge « Je serai sage ». Il est rare qu'un accusé témoigne à son propre procès. Les avocats déconseillent généralement à l'accusé de témoigner, craignant des problèmes lors du contre-interrogatoire. Certains en disent trop, d'autres éludent les questions, et d'autres sont hostiles aux avocats, ce qui déplaît aux jurés. Mais dans le cas d'Aubrey, c'était normal vu ses nombreux contacts avec la police après son arrestation. Il avait donné sa version à la police, mais au procès, il voulait changer son histoire. Le tribunal devait donc entendre sa nouvelle version des faits. Il a séché le reste du procès, revenant seulement pour la dernière audience, ses affreuses cicatrices bien visibles lors de son témoignage. Aubrey Trail a surpris ses avocats en avouant avoir menti aux autorités et à sa défense sur la mort de Sidney Loof. Dans sa nouvelle version, il a admis avoir rencontré Sidney en mars 2017 et l'avoir payé pour ses activités illégales, car elle avait besoin d'argent. Il a dit qu'ils avaient perdu contact, mais en novembre 2017, Bailey a voulu renouer et a recontacté Sidney. Sidney avait besoin d'argent, et Aubrey a dit que c'était la raison de sa présence à Menard le 15 novembre. Il lui a proposé 5 000 $ pour rejoindre son gang d'antiquaires. Cette nuit-là, ils ont eu une relation intime à 3, et Sidney est mort accidentellement étranglé par la rallonge utilisée. Aubrey a dit « Je ne sais pas si Sidney a eu une crise, mais c'est là qu'elle a arrêté de respirer. » Il a affirmé au tribunal qu'il n'y avait pas de rituel dans le démembrement, niant les histoires de sorcières et vampires. Il a avoué l'avoir démembré uniquement parce qu'il ne pouvait pas mettre le corps dans la voiture. Il a dit avoir paniqué et abandonné le corps dans un champ du comté de Clay à l'aube du 16 novembre. Quand on lui a demandé pourquoi il n'avait pas cherché d'aide si sa mort était accidentelle, il a dit que personne ne le croirait. Aubrey a avoué avoir disposé du corps de Sidney, mais a prétendu que sa mort était accidentelle lors de leur jeu avec une rallonge. Au procès de Bailey, elle n'a rien admis. En fait, ses avocats ont soutenu qu'elle était aussi une victime d'Aubrey. Son avocat a dit au tribunal que quand elle a rencontré Aubrey, elle était une jeune femme vulnérable. À l'époque, elle vivait seule et travaillait comme serveuse à Princeton, Missouri. La défense a plaidé que Bailey n'était pas impliquée dans la mort de Sidney ni dans la disposition de ses restes, mais c'était faux. Le portable de Bailey utilisé pour son compte Tinder a été localisé près de l'endroit où les restes de Sidney ont été trouvés. C'est grâce à l'analyse détaillée de son téléphone et de sa localisation que la police a pu retrouver tous les restes de Sidney. Le tribunal a aussi appris que c'était Bailey qui avait contacté Sidney et organisé leur rencontre. C'est elle qui a conduit jusqu'au duplex de Sidney pour la récupérer le soir du 15 novembre. Le procureur a dit au tribunal que Bailey tirait satisfaction à parler de cruauté et aimait discuter de torture avec Aubrey. Des preuves présentées au procès ont démontré un crime planifié. Le jour du meurtre de Sidney, Aubrey et Bailey ont acheté des outils chez Home Depot, dont une scie, des ciseaux et un cutter. Vers midi ce jour-là, Bailey a envoyé un SMS à Sidney pour lui demander comment se passait sa journée. Les relevés téléphoniques et vidéos montrent Bailey sur le parking de Menard avec Aubrey quand elle a envoyé ce message sur Tinder. Et bien que Sidney ait bossé chez Menard, elle ignorait apparemment que Bailey y était aussi. Quelques heures après, Bailey a recontacté Sidney sur Tinder, lui disant qu'elle était à son appart, prête à la récupérer. Les relevés téléphoniques montrent qu'au lieu d'un rencard, comme le pensait Sidney, elles sont allées chez Bailey et Aubrey. L'avocat de Bailey, Todd Lancaster, a plaidé que concernant Bailey, les preuves montraient que Bailey était coupable d'avoir acheté de la javel et des sacs poubelles pour se débarrasser du corps de Sidney, et qu'elle pourrait donc être accusée de complicité dans l'élimination illégale de restes humains. Le 8 novembre 2021, Bailey Boswell a été condamnée à la prison à perpétuité. La famille Loof réclamait justice depuis 3 ans, pleurant Sidney, et attendait un verdict qui les apaiserait. Le 11 juillet 2019, un jury a mis moins de 3 heures pour déclarer Aubrey Trail coupable de complot prémédité, de meurtre et d'inhumation illégale. Le panel de 3 juges a qualifié son crime de froid et calculé. Dans la phase de détermination de la peine, les procureurs ont tenu parole
et obtenu la peine capitale pour Aubrey Trail. Ainsi, le 9 juin 2021, Aubrey Trail a été exécuté par injection létale. L'escroc, accusé d'un crime brutal contre Sidney Loof du Nebraska, aurait convaincu sa secte qu'il était un vampire volant télépathe avec un groupe de 12 sorcières qui obtiendraient leur pouvoir en tuant des gens. Mais dans la réalité, la justice triomphe et le procès a mis fin au parcours de ce monstre dans notre monde. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour d'autres histoires choquantes.